d'abord, état des lieux du marché en ce mois d'avril, un mois qui tranche un petit peu avec ce qu'on pouvait observer les mois précédents, et c'est Kevin Tauzet à mes côtés en plateau, invité de cette émission de la mi-journée et de ce début de semaine, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Oui, effectivement, le mois d'avril qui est marqué à nouveau par un choc de taux réels même, qui s'est diffusé à l'ensemble des classes d'actifs, puisque jusqu'à présent, on voit également une baisse du marché obligataire, bien sûr, mais également une baisse des marchés actions. Et je le disais, en cela, c'est un peu différent du régime qu'on pouvait observer les mois précédents. Qu'est-ce qui justifie ce nouveau schéma de marché du mois d'avril, en tout cas, aujourd'hui, Kevin ? C'est cet environnement de conte de fées, hein. Je crois qu'on a décrit, vous avez décrit au cours des mois, voire des trimestres précédents. Hein. C'est vrai que ce qui se déroulait, c'était, on va dire, une forme de reprise, en tout cas la perspective d'une reprise économique synchrone, hein, aux États-Unis, donc la croissance américaine qui tient bien, des perspectives de reprise de croissance en zone euro, toujours l'hypothétique relance chinoise, et cette bonne tenue de l'environnement économique, notamment stimulée par les perspectives de voir une baisse des taux d'intérêt synchrone aussi. Ouais. Donc il y a encore quelques mois, quelques trimestres de ça, la question c'était qui va dégainer en premier, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre. On gagnait sur les deux tableaux. Oui, exactement. Le beurre et l'argent du beurre, pour le dire un peu trivialement. Et donc, ça a porté les marchés d'actions. Hein. On a des marchés d'actions, des performances des marchés d'actions ajustées de la volatilité, hein, ce qu'on appelle le ratio de Sharpe, qui est de l'ordre de 3, si je regarde la séquence des 3 ou des 6 derniers mois. C'est absolument extraordinaire. Donc des marchés fortement haussiers, et puis pas de volatilité, globalement. Ce qui se joue, là, depuis quelques semaines, c'est que la croissance américaine, elle tient très très bien, hein, là aussi. Hein. Le narratif de marché, c'était pas d'atterrissage, un atterrissage en douleur, un atterrissage en douceur. Là, vraisemblablement, c'est pas d'atterrissage de l'économie américaine. Et donc, ça vient mettre en doute, les perspectives de baisse de taux, en tout cas la séquence, et ce qui semble se dessiner, c'est que on peut continuer de nourrir des espoirs, et c'est souhaitable, hein, je crois, d'avoir une croissance économique qui tient bien, portée pas juste par les États-Unis, mais par différentes régions. Par contre, la théorie ou la thèse qui voudrait qu'on ait une baisse des taux synchrone de la part des grands argentiers, je crois qu'elle a pris du plomb dans l'aile. Et donc, ce qui semble se dessiner, c'est cette divergence de trajectoire de politique monétaire, donc avoir une réserve fédérale américaine qui maintiendrait ses taux pendant encore un certain temps, et puis certains, notamment en Europe, ou certaines qui, elles, commenceraient à baisser leurs taux au mois de juin, et ça crée des déséquilibres. Et des réajustements. Effectivement, le dollar, notamment, qui a été un actif qu'on a vu effectivement accélérer à la hausse depuis le début du mois d'avril. Comment vous regardez justement la dimension politique monétaire ? Qu'est-ce qui a changé peut-être aussi dans les anticipations que vous pouviez faire en matière de politique monétaire chez Carmignac, Kevin ? Et qu'est-ce qu'une Fed sur la retenue pour plus longtemps, qu'est-ce que ça génère comme marge de manœuvre ou comme limite en matière de marge de manœuvre pour les autres banques centrales du monde ? Donc là aussi, si je refais un petit peu cette séquence-là, ce qui avait motivé ce pivot, en tout cas ce changement d'orientation de politique monétaire éventuelle signalé par M. Powell, c'était des chiffres d'inflation, ce fameux PCE, déflateur du PCE qui sera publié à nouveau cette semaine, qui était sur des niveaux de croissance mois le mois extrêmement bas et tout à fait alignés avec l'objectif de la Fed. Pour rappel, on a eu en fin d'année dernière des niveaux de PCE mois le mois qui étaient en croissance de 0,1%. Il y a une réaccélération sur ce front-là. Aujourd'hui, on est plutôt à 0,3%. Donc c'est sans doute ça qui a fait notamment évoluer la communication de la Banque centrale américaine. Je crois qu'il est tout à fait probable, il ne faut pas écarter un scénario où on verrait la Banque centrale américaine remonter ses taux en décembre seulement. Parce que la fenêtre d'opportunité pour le faire avant l'été, elle se réduit. Ensuite à ça, il y a des échéances électorales. Il ne faut pas écarter le fait que... De juin, on passerait à décembre. C'est tout à fait possible. D'un autre côté, on a une Banque centrale européenne qui, elle, est extrêmement claire, je crois. 2 réunions qu'elle nous dit qu'elle va, en effet, baisser ses taux au mois de juin. Alors, le contexte économique est pas le même. Elle peut le faire, là aussi. On va dire... On sort de 12-18 mois, on est dans 12-18 mois de stagnation économique, donc elle peut tout à fait se permettre de baisser ses taux d'intérêt parce que l'inflation cyclique a vraisemblablement été mise sous couvert du fait de cet environnement de stagnation économique. Est-ce qu'il y a des limites à ce qui peut être fait ? Oui, je crois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que sont les anticipations, c'est entre 1 et 2 baisses de taux de la part de la Réserve fédérale américaine en 2024. Pour la Banque centrale européenne,
quasiment 2 fois ça, on va dire autour de 3 baisses de taux. Je disais, ça induit une forme de déséquilibre, en tout cas il y a des vases communicants, et notamment ce qui se passe sur le marché d'échange. Donc on a des marchés d'échange qui sont là aussi souvent liés, en tout cas fortement corrélés à du différentiel de taux court. Donc aujourd'hui il y a 1,5 baisse de taux de différence entre ce que fera la Banque Centrale Européenne et la Réserve Fédérale Américaine. Si je regarde le consensus de marché, ça peut amener des pressions baissières sur l'euro, et il y a là aussi des vases communicants. C'est-à-dire qu'une baisse de l'euro de l'ordre de 10%, ça veut dire 0,4 points d'inflation en plus, et ça peut venir relativement rapidement. On n'y est pas encore, mais c'est sans doute ça qui viendra, on va dire, encadrer par le bas ce que peut faire la Banque Centrale Européenne. Est-ce que la baisse de l'euro-dollar qu'on a quand même constatée depuis quelques semaines, est-ce qu'elle est déjà consommée de ce point de vue-là, ou est-ce qu'elle ne fait que commencer, Kevin ? Alors, là aussi, si je regarde certains modèles, donc si je regarde par exemple l'évolution de ce différentiel de taux court et l'évolution de l'euro-dollar, ce que ça nous dit, c'est que le niveau de l'euro-dollar devrait plutôt être autour de 1,05. D'accord. On n'y est pas encore, donc ça veut dire plusieurs choses. L'une, c'est que ces baisses de taux en zone euro, elles viendront quand même pour venir stimuler la croissance économique. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle en tant que telle. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Donc ça vient nourrir ces perspectives de rebond synchronisées dans l'économie mondiale, d'une part. Et d'autre part, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que si besoin, la Banque Centrale Européenne pourra en faire davantage, parce que, là aussi, la baisse de l'euro n'a pas été aussi importante que ce qu'on pouvait craindre. Donc ça, je pense que c'est un facteur qui est important. L'autre facteur qui est potentiellement à regarder, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle du pass-through, donc des vases communicants là encore, sur les salaires. Là aussi, quand on regarde les derniers tours de négociation salariale, ça se passe un petit peu mieux que ce qui pouvait être craint, mais d'un autre côté, il y a quand même une grosse partie de l'inflation de l'année dernière qui s'est retrouvée dans les salaires. Donc ça c'en est une. Et puis l'autre, c'est ce qui se passe sur le front des matières premières qui là aussi sont orientées à la hausse. Et je crois qu'il y a un facteur qui est important à avoir en tête, c'est que la hausse des marchés d'actions, ça stimule la demande. La hausse des matières premières, ça a tendance à peser sur la demande. J'entends. Intéressant, la dernière prise de parole de François Villeroy-de-Galhau pour la Banque Centrale Européenne, gouverneur de la Banque de France, qui a un poids lourd et puis qui est un membre important du pivot aussi de la BCE. Il estime que la baisse de taux en juin, elle est garantie malgré les incertitudes et la volatilité qu'on observe aujourd'hui sur les cours du pétrole notamment. Ça ne doit pas empêcher ce premier mouvement du mois de juin selon François Villeroy-de-Galhau. Oui, mais là aussi, les matières premières sont là. C'est pareil, si je regarde ces niveaux de correspondance, il faut une hausse de 10% sur les marchés du pétrole notamment, pour avoir, on va dire, les 0,1 point de pourcentage dans l'inflation. Bon. Je rappelle, les cours du pétrole sont plus bas aujourd'hui qu'ils n'étaient avant le 13 avril, et je crois qu'on doit être à peu près sur les niveaux du 7 octobre. Les deux dates clés, on va dire, du conflit et du regain de tension géopolitique au Moyen-Orient. Cette situation et cet ajustement en matière de trajectoire de politique monétaire, est-ce qu'elle est encore favorable aux actifs risqués? Est-ce que le high for longer de la Réserve fédérale américaine et ses impacts ailleurs, est-ce que c'est encore positif pour des marchés actions ou des marchés de crédit? Il nous semble que là aussi, c'est-à-dire que dans ce que je décrivais, il y avait bien deux jambes à se rallier sur les marchés d'actions, et dans des actifs risqués en général, les actifs du crédit en ont aussi largement bénéficié, et ça sans volatilité. Donc on a une jambe qui fonctionne un peu moins bien, c'est celle des taux d'intérêt, et donc il nous semble que d'estimer qu'on aura une trajectoire rendement-risque équivalente à celle qu'on a pu avoir, c'est illusoire. C'est possiblement illusoire. La trajectoire future ne sera donc pas aussi linéaire que ça a été par le passé. Ça justifie pour nous d'enlever un petit peu de risque, c'est-à-dire prendre des profits, en tout cas, ou rentrer des protections dans un portefeuille. On garde des expositions au marché d'actions. Et puis, là aussi, sur la trajectoire de taux d'intérêt, je pense que se reposer sur ces mécanismes de parité des risques qui diraient d'être acheteur d'actions et acheteur de taux nominaux, là aussi, il faut faire un petit peu attention. Donc, plutôt que d'avoir un portefeuille basé sur la parité des risques, on préfère baser ça sur la parité des risques inflationnistes. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire Kevin ? On garde des actions, et plutôt que de se reposer sur de la corrélation action-taux, on achète des protections, et sur le moteur taux d'intérêt, on préfère des taux réels à des taux nominaux, donc ajustés de l'inflation d'une part. On a plutôt dans ce qu'on appelle des positions de quantification, c'est-à-dire qu'on pourrait voir les taux d'intérêt plus hauts que ce qu'ils sont aujourd'hui, parce que
risque inflationniste d'une part, des déficits à financer de l'autre, et puis si on a des baisses de taux, c'est plutôt pour stimuler la croissance économique, et plus de croissance économique, ça veut dire des taux d'intérêt qui sont un peu plus hauts. D'accord. Mais l'idée que X baisses de taux ne se traduiront pas par une baisse forcément équivalente des taux longs à l'arrivée. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Sur les actions, effectivement, l'enseignement, c'est aussi de dire que effectivement, le moteur taux s'est un petit peu éventé aujourd'hui. Et que le moteur des résultats, on est plongé en pleine période de publication de résultats, sera peut-être pas un moteur suffisant en tout cas pour maintenir cette trajectoire, comme vous le disiez, qu'on a observée sur plusieurs mois maintenant derrière nous. Oui, tout à fait. C'est que la conjoncture économique aux États-Unis, elle est bonne, mais elle est peut-être quand même un peu moins bonne que ce qu'on a eu par le passé. Il y a une forme de ralentissement dans ces perspectives de résultats des entreprises. Hein. Alors, ils sont encore relativement, on va dire, élevés aux États-Unis pour cette année 2024, autour de 10%, moins en zone euro. Sur le trimestre, on a quand même vu des revisions à la baisse des publications de résultats, certaines à lesquelles vous faisiez allusion tout à l'heure, qui sont bonnes, mais un petit peu moins bonnes que ce qui est anticipé. C'est le problème des valorisations. Bien sûr. C'est que les investisseurs projettent dans le futur ce qu'ils ont vu par le passé. Et ça se passe en général pas comme ça, en tout cas pas tout le temps comme ça. Il y a un autre phénomène auquel il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle la base des comparables. C'est-à-dire que quand on regarde des résultats, on les regarde souvent un trimestre par rapport à un autre, une année par rapport à l'année précédente, et l'année 2023 était très bonne. On avait une croissance des résultats à 2 chiffres, plus de 10%. Ce sera peut-être le mouvement de balancier sur cette publication de résultats en Europe en tout cas. Quel type de profil action on a envie d'avoir en portefeuille aujourd'hui ? Est-ce qu'on garde quand même l'idée d'avoir quand même un certain momentum ? Est-ce qu'on va chercher, je ne sais pas, du dividende ? Est-ce qu'on va chercher des matières premières aussi, qui sont des secteurs qu'on n'a pas vu spécialement surperformer ces derniers temps ? Alors, aligné avec cette idée d'avoir un portefeuille équilibré et en intégrant bien cette perspective de risque inflationniste, parce que je crois que c'est quand même un risque qui est important aujourd'hui, on aime bien tenir les deux bouts de la chaîne, cette stratégie de barbell, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des entreprises, taux de croissance visible d'un côté, et puis en face de ça, plutôt certains secteurs qui sont liés aux matières premières, donc le secteur des matières premières notamment. Ça peut prendre plusieurs formes, ce qui est lié à des matières premières plutôt traditionnelles, type pétrole, par exemple. Certaines valeurs pourraient en bénéficier. Le secteur, un métal comme le cuivre, par exemple. Bien sûr. On a une demande chinoise qui est très forte pour le cuivre, c'est à peu près 60% de la demande mondiale. Par contre, contrairement à des minerais de fer, c'est que 25% qui est utilisé par la construction. Le minerai de fer, c'est de 50%. Donc, plutôt lié à de l'électrification. C'est certaines matières premières qu'on va avoir dans un portefeuille. Et puis de l'or aussi, vous parliez de des urgences du risque géopolitique. L'or s'est fortement apprécié. Ça fait quand même un instrument de couverture qui peut être utile dans un portefeuille action. Bon, et l'or, on dit toujours qu'il faut en avoir un peu, mais il faut en avoir un peu plus qu'un peu aujourd'hui. Enfin, ou en tout cas, dans le peu d'or qu'on recommande d'avoir dans une allocation, on est plutôt dans la limite supérieure aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, si je regarde un portefeuille comme Carmignac Patrimoine, on en a à peu près 5% dans ce portefeuille-là, plutôt aligné avec des moyennes historiques, parce qu'on prend acte de la bonne trajectoire de performance de ces marchés-là. Et de l'autre, si on est cohérent, c'est-à-dire que si on a potentiellement un environnement de taux, on a des taux d'intérêt qui sont un peu plus élevés que par le passé, on ne s'attend pas à une deuxième jambe d'appréciation de 20%. Mais c'est sans doute un meilleur outil pour gérer des risques dans un portefeuille aujourd'hui qu'un instrument de taux souverain émis par un émetteur bien noté. Très clair. On cherche l'actif sans risque, l'actif qui protège aujourd'hui dans un environnement où effectivement l'inflation reste peut-être un peu trop élevée pour permettre au marché obligataire traditionnel de jouer ce rôle. On l'a vu encore au cours des dernières semaines. Merci beaucoup Kevin. Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, avec nous dans cette édition du début de semaine à la mi-journée le lundi sur Bismart.